Bonjour, du coup, on va vous faire un nouveau direct, cette fois-ci sur la demande d'asile, donc sur toutes les démarches qu'il y a sur la demande d'asile, donc je suis encore avec Héloïse. Ce direct, après, on va le faire traduire en arabe et en farsi, donc j'en ferai un autre avec Ahmed qui sera traduit en arabe, et un autre avec, je pense, Aref, ouais. Ou alors Rabi s'il est dispo pour le traduire en farsi, comme ça les autres demandeurs d'asile qui parlent ces langues-là pourront y avoir accès. Juste, on voulait faire un petit résumé de ce matin de l'évacuation de la porte de la Chapelle. Il y avait énormément de policiers qui étaient présents, à peu près deux policiers pour un migrant, c'est ça? Un policier pour deux migrants. Ils étaient menacés d'être raflés s'ils montaient pas dans les bus. Comme d'habitude, ils savaient pas où est-ce que les bus allaient, et il y en a beaucoup qui sont des gymnases avant d'être envoyés dans des CHU. Donc voilà, donc comme d'habitude, c'est les mêmes évacuations qu'avant, avec une mauvaise prise en charge, et on sait même pas s'il y aura un suivi social ou un suivi juridique surtout, et même santé pour les demandeurs d'asile. Donc voilà, donc on va commencer du coup sur la demande d'asile. Tu peux rappeler, Loïs, qui peut demander l'asile en France? Alors, toute personne peut demander l'asile en France. Elle peut le demander plusieurs cas. Toute personne arrivant sur le territoire français peut la demander, femme, homme, voilà, Mineur. à condition que soit nommé un administrateur ad hoc dans le cadre de cette demande d'asile. Ok, et qui a le droit à cette demande d'asile? Enfin, qui bénéficie du statut de réfugié, en gros, au regard de la loi? Déjà, il y a deux statuts. Il y a le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève et un statut qui est accordé au terme de la protection subsidiaire. La Convention de Genève et le statut de réfugié autorisent une carte de résident de 10 ans. Le statut de la protection subsidiaire autorise une carte de séjour de 1 an. Et est-ce que du coup c'est par rapport à leur histoire qui bénéficient soit de l'un soit de l'autre, c'est ça? Oui, c'est par rapport à leur histoire et savoir s'ils rentrent ou pas dans les conditions de la Convention de Genève, mais aussi en fonction de la bonne préparation ou non de leur entretien. Il s'avère que, en majeure partie, les personnes obtiennent le statut de la protection subsidiaire. Rares sont les personnes qui obtiennent le statut de résident et donc de réfugié. Maintenant, ce qui compte avant toute chose, et Obama on insiste là-dessus, c'est une bonne préparation au récit et une bonne préparation à l'entretien. Ok. Alors du coup, tu peux expliquer rapidement comment ça se passe pour un demandeur d'asile ou une demandeuse d'asile quand il arrive à Paris ou en France en général? Comment ça se passe pour qu'il commence à demander l'asile? Donc, Quelles sont ses premières démarches? les premières démarches à accomplir sont de se présenter à une PADA, une plateforme d'accueil pour les demandeurs d'asile. PADA qui sont gérées par des associations opératrices d'État. Exemple, France Terre d'Asile à Paris, Coalia, etc., en région ou en province. Il s'avère que lors de cette présentation au PADA, vont être renseignées des démarches comme le parcours migratoire, le nom, le prénom, l'état civil. C'est la PADA qui va donner un rendez-vous normalement de 3 à 10 jours après en préfecture. Préfecture où la personne va se présenter au GUDA, guichet unique pour les demandeurs d'asile. Lors de cette présentation au GUDA, le migrant va rencontrer des agents de l'OFI qui vont évaluer la vulnérabilité sociale de la personne. Quand on parle de vulnérabilité, ça veut dire est-ce que la personne est handicapée, est-ce que la personne souffre de troubles psy, etc., etc. Il est très important de notifier tous ces troubles ou tous ces problèmes médicaux lors de cet entretien avec la personne de l'OFI. Pourquoi ? Parce que ça pourra jouer après dans l'obtention d'un CADA, centre d'accueil d'un logement d'asile. Deuxième personne qu'il va rencontrer, des agents de préfecture. Lors de cette présentation aux agents de la préfecture, l'agent de la préfecture va s'assurer de l'état civil, bien entendu, et du parcours migratoire de la personne. 3 situations. Si le demandeur d'asile a déposé ses empreintes dans un État européen lors de son parcours migratoire, la personne sera placée, et qu'il apparaît au fichier Eurodac, la personne sera placée en procédure Dublin. On vous a fait un live là-dessus. Vous pouvez le retrouver sur la page. Procédure normale, tant mieux. La personne est rentrée dans le cadre parfait de la demande d'asile. Troisième type de procédure accélérée. La personne a pu se maintenir au-delà de 120 jours sur le territoire national et sera alors automatiquement placée en procédure accélérée, peut être aussi considérée comme étant placée en procédure accélérée la personne qui aurait menti sur son état civil ou qui aurait fait des erreurs. Il arrive souvent que ce soit de simples erreurs qui soient transformées en mensonges, etc. Bref, quand on dit procédure accélérée, ce n'est pas une bonne chose. Procédure accélérée, cela veut dire que le temps d'étude de son dossier va être moindre et les taux d'obtention
des personnes placées du statut des personnes placées En procédure procédure accélérée. sont de l'ordre du simple au double. C'est-à-dire que la personne a 2 fois moins de chances d'obtenir le statut si elle est placée en procédure accélérée. Pour vous rappeler quelques chiffres, seuls 20% des demandeurs d'asile obtiennent le statut de réfugié ou de protection subsidiaire en première instance. 30% des 80% environ à la Cour nationale du droit d'asile en procédure d'appel. Attention, cela veut dire qu'environ 80% des demandeurs d'asile qui se présentent sur le territoire français vont devenir sans papier. Donc en gros, parce qu'on dit souvent que la France, elle accueille plein de réfugiés, elle fait son devoir d'accueil des réfugiés, mais quand on regarde les chiffres sur l'obtention vraiment du vrai statut de réfugié, en fait, ils sont vraiment pas beaucoup à l'obtenir. En gros, on dit entre 20 et 25%, première et deuxième instance comprises. Sachant qu'il y a eu, je crois, 60 000 demandes d'asile sur les dernières Les années. demandes d'asile restent relativement stables. En fait, la demande d'asile est en augmentation. L'obtention du statut reste le même. Voilà, ok. Du coup, donc pour résumer, ils arrivent à la ils vont à la PADA, qui leur donne rendez-vous à la préfecture. À la préfecture, il y a 3 solutions, soit le GUDA, soit le guichet unique, soit Non, à la préfecture, ils vont se présenter au GUDA. Au Ah oui, GUDA, c'est là, ils vont être placés soit en procédure accélérée, soit en procédure normale, soit en procédure du blanc. D'accord. Et du coup, à ce moment-là, une fois qu'ils arrivent à la préfecture, ils vont leur donner des papiers, un dossier à remplir. Il va se passer quoi? S'ils sont placés en procédure accélérée ou en procédure normale, on va leur remettre un document qui est un petit livret, que vous verrez souvent, qui est un livret blanc et vert. Et la personne aura alors 21 jours, qu'elle soit placée en procédure accélérée ou en procédure normale, pour remplir ce dossier. Dans ce dossier, il y a une étape très très importante, c'est l'histoire, le récit de vie. Le récit de vie, il est à faire de manière très précise. Attention, les agents de l'OFPRA, lors de l'entretien, comptent vraiment sur ce récit pour interroger le demandeur d'asile. Donc pas d'erreur sur les lieux, pas d'erreur sur les dates. Venez vraiment dans les permanences, que ce soit les nôtres, que ce soit celles de l'ATMF, pour venir faire ce récit. Surtout, s'il vous plaît, ne payez pas des récits à la chapelle. N'encouragez pas les migrants à faire des récits dans ce cadre-là. C'est souvent de très 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 mauvais récits qui sont très très mal traduits et du coup qui jouent sur l'entretien après qu'ils ont avec les agents de l'OFPRA et qui conduisent du coup souvent à des refus parce que c'est pas du tout précis, c'est très très approximatif et les traductions sont très mauvaises. Et souvent des récits stéréotypés qui du coup donnent l'occasion de refus à l'OFPRA. Voilà. Et du coup, donc ce dossier, ce qui est important aussi de dire, c'est que ce dossier qu'ils ont à la préfecture, faut qu'il soit faut qu'il soit rempli en français. Oui. Donc toutes les papiers, en gros, la demande d'asile sont faits en français pour des gens qui parlent pas français, donc c'est compliqué. Donc voilà, faut que ça soit fait avec des traducteurs et tout. Pareil, l'histoire, ça doit être fait en français également. Du coup, en gros, dans cette On demande notamment que les récits, on demande la fin des récits, mais autant que faire se peut, que les récits puissent se faire dans la langue maternelle de la personne. Exactement. C'est une des revendications. Alors oui, ce qu'il faut savoir, on le dit souvent, mais on le redit, c'est que tous les papiers du coup pour faire la demande d'asile ou pour la régularisation des papiers, doit être fait en français. Par contre, tout ce qui est aide au retour, les papiers d'aide au retour que donne la préfecture, ça c'est traduit. Donc en gros, la préfecture traduit les textes pour qu'ils retournent chez eux, mais pas pour qu'ils restent en France. Donc voilà, ça c'est assez ironique. Enfin non, c'est pas marrant en fait. Donc voilà. Du coup, dans ce récit, il faut qu'ils racontent quoi exactement, ce qu'ils ont fui, pourquoi ils ont fui, ce qui s'est passé. Qui racontent leur parcours d'exil, donc pourquoi ils sont venus en France, comment ils sont venus en France, etc. Attention, ces récits doivent obéir à des canons très précis en termes formels. Ne vous lancez pas dans l'écriture de récits si vous n'avez jamais écrit un récit de vie. Des fois, on pense bien faire et on ne fait pas forcément très bien en voulant aider. Vraiment, allez dans des permanences. Ils vont vous aider à rédiger des récits. Et du coup, c'est gratuit. Et c'est gratuit. Donc le but dans ce récit, c'est que le demandeur ou la demandeuse d'asile prouve qu'il a fui fui une oppression, fui une. Alors il y a plein une de guerre. choses. Par exemple, tu peux être victime d'une oppression en raison de ta race, de ta religion, de ton sexe, de ton orientation sexuelle, etc., etc. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment étudier et faire attention à surtout ce qu'on écrit. Ok, du coup, une fois que le récit a été écrit, Une fois que le récit a été écrit, on le donne à l'OFPRA. on l'envoie recommandé à l'OFPRA. On ne le dépose pas à l'OFPRA parce qu'il s'avère que parfois les dossiers se perdent. Au moins en recommandé, on a une preuve, une trace du bon envoi du dossier. Ensuite, le demandeur d'asile sera convoqué à un entretien OFPRA. Alors c'est quoi les délais du coup de convocation à l'entretien entre le dépôt En moyenne, c'est 6 mois.
En moyenne 6 mois. Et du coup, pendant ces 6 mois, c'est de l'attente, du coup, parce que comme ils peuvent pas travailler, ils ne travaillent pas. Ils sont dans des hébergements précaires par les opérateurs d'État, s'ils ont la chance d'être dans un hébergement, sinon ils sont à la rue. Donc voilà, donc c'est de l'attente pendant 6 mois. Voilà. Ok, une fois arrivé à l'entretien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est l'entretien? À l'entretien OFPRA, donc l'entretien se déroule avec un officier de l'OFPRA et un traducteur dans la langue choisie par le demandeur d'asile. Attention, cet entretien, il est crucial. C'est 80% de la réussite d'un dossier de demande d'asile. Les questions vont être très précises. Ça peut aller de questions du type quelle est ta région, quelle est la géographie spécifique de cette région, tu dis que tu es de telle ethnie, explique-moi les coutumes et rituels de cette ethnie en particulier, etc., etc. Et donc là, il faut être extrêmement précis sur la géographie. Et sur les rites, etc. Sur les questions plus spécifiques de LGBT, par exemple, il peut s'avérer qu'on pose des questions très en dessous de la ceinture. Les officiers de l'OFPRA n'ont pas le droit de le faire, mais néanmoins le font quand même. Donc il faut être prêt, il faut être attentif à ça. Et en gros, le but de cet entretien, l'officier de l'OFPRA, donc c'est un agent de l'État, en gros, qui travaille pour l'État. Le but, c'est de savoir si le demandeur ou la demandeuse d'asile ment ou pas. Donc si ce qu'il a écrit dans son registre s'avère véridique. Et s'il ment pas, quoi. Voilà, il y a ça. Nous, on a l'habitude de dire au BAM que dès que l'officier de l'OFPRA serre la main de l'interviewé, il cherche à savoir s'il ment. Effectivement, il y a non seulement ce qui est dit, mais il y a aussi ce qui n'est pas dit, l'attitude, la manière de s'exprimer, l'émotion qui joue sur un récit. Tout ça est pris en compte par l'officier de l'OFPRA pour faire son rapport. Rapport qu'il transmet ensuite à un bureau qui va étudier plus en profondeur. Et de là, le demandeur d'asile aura une réponse positive ou négative. Alors ouais, juste pour rappel, l'entretien du coup, donc il revient sur le récit qu'a écrit le demandeur ou la demandeuse d'asile. Ce récit, du coup, il explique pourquoi il a fui son pays. Donc c'est des trucs assez difficiles en général. Et du coup, pendant l'entretien, ils reviennent sur ces choses assez difficiles et ils essayent de voir de voir comment ils ont été torturés, par exemple, s'ils ont été violés, s'il y a des actes médicaux et tout. Qui sont une question rituelle, c'est vous avez été torturé, très bien, comment avez-vous été torturé, quel est le type d'instrument qui a été utilisé pour votre torture, etc., etc. Avez-vous été tasé ou pas, de quelle taille était la cellule, est-ce qu'il y avait une aération dans cette cellule, etc., etc. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que les demandeurs et les demandeuses d'asile, une fois arrivés à Paris ou en France, une fois arrivés dans le pays où ils veulent déposer l'asile, ils ont pas encore ils ont pas fait leur cheminement psychologique, et ils vont pas très bien niveau psychologique, et du coup, c'est un moment qui est très très difficile pour eux. Bien sûr, et imaginez avoir fait 6000 km pour vous retrouver face à un officier de l'OFPRA qui ne vous connaît pas, auquel vous devez raconter votre histoire, et la raconter en plus plusieurs fois, par écrit, à l'oral, etc. Effectivement, ça ne peut être qu'un choc psy. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que la réussite de l'entretien de l'OFPRA, c'est la prime à la personne qui raconte le mieux son récit, pas celle qui a le récit le mieux. C'est la personne qui le raconte le mieux et qui s'en sort le mieux. C'est ça, c'est qu'on peut se retrouver face à des demandeurs ou demandeuses d'asile qui ont vraiment subi les oppressions qu'ils racontent dans leur récit, mais que le jour de l'entretien, en fait, elles se bloquent parce que c'est des choses qui sont très difficiles à raconter et qui n'ont pas l'asile. Donc c'est comme quelque chose qui est assez subjectif. C'est totalement subjectif. L'étude par l'OFPRA est totalement subjective et c'est bien le problème. Par ailleurs, attention à la traduction à l'OFPRA. Il s'avère que plusieurs scandales ont éclaboussé l'OFPRA et les traducteurs de l'OFPRA, notamment le fait que pour les Érythréens, des traducteurs de l'OFPRA qui étaient censés traduire en langue tigrinya menaçaient clairement les personnes de poursuites sur les familles restées au pays. Article du Monde sur le sujet. Oui. Et c'est vraiment très important et c'est aussi pour ça qu'on insiste et qu'on met en place des cours de français au BAM. Comme ça, la personne a un tout petit peu la maîtrise de ce qui est traduit lors de son entretien. Ok. Un truc qui est important aussi, donc tu as dit qu'ils doivent déposer leur dossier une fois qu'ils le retirent entre 10 et 20... 21 jours. Au bout de 21 jours, mais non, tu avais dit en gros quand on arrive sur les PADA, on a un rendez-vous. Alors, après. PADA, entre la PADA et le GUDA, 3 à 10 jours. Est-ce que ces délais sont respectés? Absolument pas. Je peux dire comment? Par quel moyen? Quel moyen l'État met en place pour ne pas respecter ces délais et pour rendre la demande d'asile encore plus longue? Alors, c'est simple. Les associations qui gèrent les GUDA reçoivent tous les jours des ordres de la préfecture et le nombre de places disponibles par la préfecture. Donc, quand il n'y a plus de place, ils ferment tout simplement le GUDA, la PADA,
ou ils ne répondent pas, et il y a des queues qui s'allongent. Ils ne prennent pas en charge l'ensemble des demandeurs d'asile. Souvent, les demandeurs d'asile font la queue plusieurs fois, restent 6 heures, 8 heures, arrivent à 3 heures du matin pour accéder à ces GUDA, et ils vont prendre 20 personnes, 30 personnes, et ce, de manière totalement illégale d'ailleurs, parce qu'ils sont censés enregistrer toutes les personnes se présentant au PADA. Il s'avère néanmoins que les travailleurs sociaux faisant ce qu'ils peuvent, mais étant en sous-effectif, dans la plupart du temps dans ces PADA, ne peuvent pas enregistrer plus de monde. Donc pourquoi la préfecture ne met pas en place suffisamment d'agents pour traiter les demandes d'asile? Pourquoi dans les GUDA il n'y a pas suffisamment de travailleurs sociaux pour enregistrer les demandeurs d'asile? Et pourquoi enfin il n'y a pas suffisamment d'officiers OFPRA à la fin pour traiter ces demandes d'asile? Du coup, c'est pour ça, parce que la PADA à Paris, c'est France Terre d'Asile qui s'en occupe, c'est à Jaurès. Et c'est pour ça, si vous passez dans le métro aérien au-dessus, vous allez toujours voir des gens qui dorment devant Jaurès, enfin devant France Terre d'Asile à Jaurès. Et du coup, ça, c'est des gens qui attendent pour leur rendez-vous Et la à la plus grande PADA. préoccupation de Guillaume Schers, et qui est ce qu'il a expliqué d'ailleurs de manière lors d'une interview radio, c'est la sécurité du lieu et non pas le respect du cahier des charges qui est fixé à France Terre d'Asile, qui est le traitement et l'aide aux demandeurs d'asile. Alors moi je veux bien, mais à un moment, pourquoi une association opératrice d'État ne respecte pas les engagements qu'elle a passés avec l'État? Pourquoi elle ne respecte pas les engagements qui sont dans son cahier des charges? Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que du coup, France Terre d'Asile et toutes les associations opératrices d'État ont un budget alloué par l'État pour faire ce qu'elles sont censées faire. Voilà, mais par exemple, à France Terre d'Asile, il n'y a pas de budget, les juristes fonctionnent sans traducteur. Il n'y a pas de budget alloué à la traduction des récits. Ce qui fait que nous, personnellement, au BAM, on reçoit des petits mots de France Terre d'Asile, des travailleurs sociaux de France Terre d'Asile, nous expliquant que ça serait sympathique que la permanence juridique du BAM s'occupe de faire le récit de la personne. Mais France Terre d'Asile, c'est un exemple parmi d'autres. C'est aussi toutes les assistantes sociales qui se retrouvent dépassées et qui nous envoient des gens sur les permes juridiques parce qu'elles ne sont pas formées pour cela et qu'elles se retrouvent démunies face à des demandeurs d'asile qu'elles ne connaissent pas. C'est pour ça qu'il y a quelques jours, on a écrit un communiqué du coup à l'attention des travailleurs sociaux que vous pouvez retrouver sur notre page pour montrer un peu notre position par rapport aux travailleurs et travailleuses sociaux qui nous envoient des demandeurs d'asile et des sans-papiers pour leur prise en charge. Du coup, vous pourrez retrouver en descendant un peu dans la page. Surtout, j'insiste sur une chose, c'est que vraiment, les personnes demandeuses d'asile sans papier sont propriétaires de leur dossier. Personne n'est propriétaire, à part eux, de leurs documents administratifs. Imaginez que vous, en tant que Français, on vous retire votre carte d'identité et que ce soit un travailleur social qui la possède. Vous trouveriez ça scandaleux. C'est ce qui se passe néanmoins dans certains centres où les travailleurs sociaux, sous ordre de leur direction, s'arrogent le droit de garder les dossiers et documents de la demande d'asile. C'est les migrants qui sont propriétaires de leurs documents. Ils doivent le rester. Et autre question, en temps normal, du coup, c'est l'association qui s'occupe du PADA qui doit faire le récit et l'entretien de la personne normalement. Parce que pourquoi, par exemple, nous, le BAM, qui sommes pas du tout une association institutionnelle, une association d'État, pourquoi nous on se retrouve à faire des entretiens, des préparations récits? Ça devrait pas être notre boulot, non, normalement. Non, normalement, ça devrait pas être notre boulot. Mais il n'y aurait pas de BAM si l'État faisait le sien et si les opérateurs d'État faisaient. Donc oui, on pallie les insuffisances de l'État, c'est de manière constante. Néanmoins, c'est notre travail aussi d'interpeller l'État sur ses responsabilités. Or, sa responsabilité, c'est de respecter ses engagements internationaux, et notamment l'accueil des demandeurs d'asile et la Convention de Genève que la France a ratifiée. Ok, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? C'est bon. Si vous avez des questions... Si vous avez des questions, comme la dernière fois, dans les commentaires, on répondra. Du coup, on en fera un autre traduit dans 2 langues. Comme ça, les demandeurs d'asile, ils comprendront. Est-ce que tu peux juste faire un petit point rapide sur, donc, s'ils ont droit au statut de réfugié, donc ils l'ont pour 10 ans, ou la protection subsidiaire, et s'ils sont refusés? Alors, statut de réfugié, 10 ans. Statut de protection subsidiaire, 1 an. S'ils sont refusés, plusieurs voies de recours. Premier recours, aller devant la Cour nationale du droit d'asile en appel. Deuxième recours, aller devant le Conseil d'État et ou engager une procédure de réexamen. Ok. Et ça demande du temps, encore une fois, c'est long, toujours dans l'attente, toujours le même problème. Et ce que tu as dit tout à l'heure, les 80% de refusés, c'est avec la CNDA compris? Alors, avec la CNDA, on monte à 27% d'acceptation. Waouh! Quel grand chiffre!
Ok, donc bah si vous avez, c'est bon, Ouais, c'est on bon. rajoute rien. Ok, si vous avez des questions, voilà, vous pouvez les mettre. N'hésitez pas à faire tourner le truc pour que les gens qui sont pas au courant de la demande d'asile, enfin de la difficulté de la demande d'asile pour les personnes migrantes, qu'elles soient au courant, parce que c'est quelque chose qui est pas très connu du coup des gens autour de nous. Nous, on en parle beaucoup aux nouvelles personnes qu'on rencontre qui veulent un peu s'engager. Elles savent pas à quel point c'est difficile de demander C'est l'asile. un vrai parcours du combattant, la demande d'asile. Du combattant et des combattantes d'ailleurs. Parce Ouais. que, en fait, entre le moment où vous allez commencer vos démarches et le moment où vous allez obtenir réellement votre carte de résident, il peut bien s'écouler 1 an et demi, hein. C'est ça. Et on fera un direct un jour sur les droits sociaux auxquels ils ont droit pendant la demande d'asile. Ou d'ailleurs parfois ils n'y ont pas le droit, enfin oui ils les ont pas. On fera un direct là-dessus parce que c'est important aussi je pense, parce qu'il y a plein d'intox là-dessus sur par exemple le nombre d'argent qu'ils touchent par jour ou par mois les réfugiés, enfin les demandeurs d'asile. Donc on fera un petit direct là-dessus un autre moment aussi. Et un direct aussi sur la question des sans-papiers, parce que comme je vous l'ai dit, il y a environ 34, du coup, 73% des personnes qui vont se retrouver sans papier. C'est ça. Donc on fera les prochains directs en gros c'est les droits sociaux, les sans-papiers et les LGBT. Ouais, Voilà. on fait ça. À bientôt. Salut.